Bonjour à tous. Donc, les conditions féminines au XIXe siècle, le programme de quatrième en histoire. Alors aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie, le deuxième chapitre de ce cours, donc qui est consacré aux inégalités hommes-femmes au XIXe siècle. Donc ça, c'est la première partie. Ce sera suivi par une partie sur l'hétérogénéité des conditions féminines, et puis un portrait de femmes en lutte. Donc aujourd'hui, nous allons d'abord faire le constat qu'il y a encore des inégalités sexuelles au XIXe siècle, que celles-ci se perpétuent. Donc la dernière fois, nous avions vu la question de la scolarisation des filles. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la question du mariage. Alors sujet qui peut paraître surprenant, et on se posera toute une série de questions. Aujourd'hui, c'est vrai que le mariage, on l'associe plutôt à l'amour. Au XIXe siècle, pas du tout, ce n'est absolument pas une question d'amour, et au contraire, on verra s'il ne s'agit pas plutôt d'une forme de domination masculine sur les femmes, et c'est une autre manière de se poser cette question. Est-ce que le mariage renforce l'infériorité des femmes au XIXe siècle, ou quel rapport y a-t-il entre amour et mariage au XIXe siècle? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose de commencer par un petit tableau, alors d'un peintre qui est parfaitement inconnu, qui s'appelle Enhardi, un tableau de 1848, qui s'appelle La demande en mariage. Donc ici, on voit une jeune fille qui est le fiancé, qui vont a priori se marier et qui vont demander ça à la famille. Alors il y a différentes choses qui surprennent dans ce tableau, qui montrent bien ce qu'est un mariage au XIXe siècle. C'est d'abord que l'épouse, la future épouse, semble complètement étrangère à la question. Elle baisse les yeux, elle ne regarde pas le fiancé. On voit ici par exemple que la mère la tient par la main. Il est hors de question qu'elle s'échappe, elle n'est pas encore donnée à l'époux. Donc d'abord une question qui semble échapper à la future mariée. Deuxième chose qui est surprenante, quand on regarde du côté du fiancé, alors d'abord ce n'est pas le fiancé qui demande la main de la jeune fille. On voit ici un monsieur qui porte une lettre, il fait sa demande par écrit. C'est en fait le colonel de ce jeune homme qui est militaire, qui est ici tenu par la main par son père. Donc lui aussi n'est pas libre de choisir son épouse, il doit obtenir l'accord de son père, et la demande est faite par son chef, son colonel de régiment. Personnage central du tableau, le monsieur qui est assis là, il est en train d'écrire un petit document. Alors en fait il s'agit d'un contrat de mariage, rien à voir avec l'amour. On est en train de sceller un accord. Ici vous avez une famille qui est relativement riche, un monsieur qui est peut-être moins fortuné mais qui a peut-être un titre de noblesse, une position sociale, et donc on négocie. Si les deux familles s'unissent par le mariage, combien la jeune fille apportera-t-elle de dot, c'est-à-dire de cadeaux au mariage, qui héritera des propriétés, qui héritera de la maison, et tout ce genre de questions. Donc vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le romantisme auquel on associe parfois le XIXe siècle. Et puis un dernier petit détail quand même qui surprend, c'est tout sauf romantique, mais regardez quand même le nombre de personnes qui assistent à cette déclaration de mariage, cette déclaration d'amour. Vous avez ici la mère, le petit frère, l'oncle, la tante, le grand-père, la grand-mère, la domestique, le notaire, le colonel, le père, enfin voilà, vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le mariage. C'est ça un mariage au XIXe siècle. Et on retiendra juste l'idée que cette jeune fille, on ne lui donne pas beaucoup son opinion. Alors, ça peut paraître surprenant ce tableau-là, mais on le retrouve très fréquemment, alors notamment chez ce peintre d'Angers, Guillaume Bodinier, qui lui a fait un contrat de mariage en Italie, c'est le nom de ce tableau, peint en 1831, avec là aussi la même position. Le jeune fiancé, la jeune fille qui évidemment ne regarde pas le garçon et qui est tenue par la main de sa mère, et puis ici les deux parents, du père et de la fille, associés au notaire qui est en train de faire un accord financier entre les deux familles. Si les deux familles trouvent un accord financier, qui va hériter des vignes, qui va hériter des terres, qui va hériter des maisons, et bien là les époux auront le droit de se marier. Donc on retient pour l'instant l'idée que le mariage c'est tout, sauf une histoire d'amour. Et d'ailleurs, c'était un sujet de moquerie
notamment dans cette carte postale, alors c'est une carte postale anarchiste de 1908, où on voit ici ce qui devrait être logique, hein, un mariage basé sur l'amour, et ce qui est en fait la vraie vie, un mariage basé sur les contraintes. Alors ici on voit marqué dot, la dot c'est la fortune que la jeune fille apportait dans le mariage, voilà, un peu l'image de ce mariage. Alors, le mariage du 19e siècle, il pose vraiment les inégalités hommes-femmes, il assoit les inégalités hommes-femmes, notamment à cause de ce texte. 1804, Napoléon Bonaparte fait élaborer un texte, un livre qu'on appelle le Code civil, qui existe toujours aujourd'hui, alors évidemment modifié, mais qui existe toujours aujourd'hui. Mais c'est un livre dans lequel on compile toutes les lois, notamment concernant la famille et le mariage. Et il y a un article qui est essentiel, c'est l'article 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Le mot obéissance est extrêmement important ici, je vous lis les autres articles. Article 229, le mari pourra demander le divorce si la femme commet un adultère. Un adultère, c'est tromper son mari ou sa femme. Article 230, la femme pourra demander le divorce si le mari commet l'adultère dans leur maison. Article 1124, la femme passe de l'autorité de son père à celle de son mari. Elle est une éternelle mineure qu'il faut protéger. Article 1421, le mari s'occupe seul des biens de la famille, il peut les vendre et les donner sans l'accord de la femme. Alors là on voit bien que le mariage fait de la femme une inférieure par rapport à son mari. Donc article 213, c'est de là que découlent toutes les contraintes qui pèsent sur les femmes. Article 213, la femme doit obéissance à son mari. C'est lui le chef de famille. Là, en fait, ce texte pose la notion de chef de famille. Il y a un chef et donc tous les autres doivent obéir. Femmes, enfants et toutes les personnes qui vivent sous le foyer. Il en découle notamment un certain nombre d'inégalités. Alors si on regarde par exemple la question du divorce, alors je ne fais pas l'histoire du divorce qui est un peu compliqué. Le divorce avait été créé en 1791 sous la Révolution française. Napoléon avait cherché à limiter le divorce mais il ne l'avait pas interdit. Le divorce disparaîtra en 1816 avec le retour des rois de France et notamment de Louis XVIII. Donc là on a encore une situation de divorce, mais le divorce, qui est très limité sous Napoléon, n'est pas accordé de la même manière selon s'il est demandé par la femme ou par le mari. On voit ici par exemple que le mari, article 229, pourra demander le divorce si la femme commet un adultère, donc si elle trompe son mari. Bon, ça paraît logique, le mari est trompé, il peut demander le divorce de sa femme. A l'inverse, article 230, la femme pourra demander le divorce si son mari la trompe, mais attention, si son mari commet l'adultère ou la trompe dans leur maison. Ce qui sous-entend que s'il la trompe ailleurs que dans la maison, eh bien la femme ne pourra pas demander le divorce, en tout cas beaucoup plus difficilement. Article 1124, ça montre bien quel est le problème avec le mariage au XIXe siècle. En fait, la femme n'est jamais libre. Quand la femme, alors à l'époque la majorité n'est pas à 18 ans, elle est plutôt à 21 ans, mais quand une femme a 18, 19, 20 ans, elle n'est pas mariée, donc elle est sous l'autorité de son père. Bon, ça c'est normal, un enfant doit obéir à son père, pas à ses parents, hein, vous noterez bien, elle obéit à son père, elle passe à l'autorité de son père et non pas de ses parents. Mais bon, on va dire que pour un enfant ça paraît logique. Eh bien, quand une femme, même de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, célibataire se marie, eh bien elle avait d'abord l'obligation d'obéir à son père, elle a désormais l'obligation d'obéir à son mari. Elle est, c'est ce que dit le texte, article 1124, une éternelle mineure. Vous les enfants, vous êtes des mineurs, eh bien les femmes sont des éternelles mineures, même à 50, 60, 70 ans si elle est mariée. Finalement, le seul moment où une femme est libre et majeure, c'est quand elle devient veuve. Son père est mort, son mari est mort, et elle, enfin, retrouve toute sa liberté. Et puis, ce qui montre bien que le mari est bien le chef de famille, le mari s'occupe seul des biens de la famille, il peut les vendre et les donner sans l'accord de sa femme. Le mari décide de vendre la maison, l'épouse n'a strictement rien à dire. Voilà les bases de ce code civil, ou également appelé Code Napoléon, qui est vraiment la base de l'inégalité homme-femme au sein du mariage. Alors, cette obligation d'obéissance au mari qui est énoncée par l'article 213,
On a parfois pensé qu'il pouvait aller très très loin, puisque la femme doit obéissance, puisqu'elle est une mineure, eh bien on pensait notamment que le mari avait le droit de se faire obéir, il avait le droit de châtier, de punir sa femme comme il l'aurait fait de ses enfants. Alors je ne dis pas que c'est bien, mais au XIXe siècle, il n'était pas rare qu'un père de famille mette une gifle ou une fessée à ses enfants. Alors, il ne faut pas non plus fantasmer, hein. Même au XIXe siècle, on interdisait aux parents de frapper violemment les enfants, on leur interdisait évidemment de laisser des marques corporelles. Donc on parle bien de gifles, voilà, d'une punition, certes condamnable, mais voilà, qui est quand même contenue d'une certaine limite. Eh bien, puisque la femme est une éternelle mineure, là ici on a une estampe de Jean Weber, qui s'appelle la correction conjugale, où on voit ici le droit de correction du mari. La femme n'a pas été obéissante, il a le droit de la frapper, dans une certaine mesure, là aussi. C'est la condition évidemment qu'il ne la blesse pas durablement, mais il a le droit de la corriger. Alors, si vous avez vu la scène évidemment assez horrible, mais elle est rendue un peu comique par le personnage qui est là. En fait, on comprend qu'il y a un monsieur qui est en train de s'échapper, probablement l'amant de la femme. Elle a été surprise par son mari, qui va donc la corriger. Donc, le mariage, c'est vraiment l'enfer. C'est ce que nous dit cette femme. Alors, elle a choisi on la reverra un peu plus tard, mais elle a choisi un prénom d'homme parce que pour elle, c'était plus facile de faire publier ses livres. C'est George Sand. Vous l'avez peut-être étudié au collège. Et dans un roman intitulé Indiana, 1832, elle résume finalement ce qu'est le mariage dans ce dialogue entre un mari et son épouse. Le mari. Qui est donc le maître ici? Prétendez-vous m'ôter la barbe du menton? Cela vous sied bien, femmelette. La femme. Je sais que je suis l'esclave et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon maître. C'est ça le mariage. La femme est une esclave, le mari est un seigneur. Et des femmes comme George Sand vont se battre pour que justement le mariage ne soit plus un lieu de soumission de la femme aux hommes, un lieu de domination des hommes sur les femmes. Alors, je vous lis une dernière petite lettre, c'est toujours intéressant de lire du George Sand. Là, c'est une lettre qu'elle adresse à un comité politique républicain, leur demandant de réformer, de changer le divorce, et elle leur écrit: je dirai toute ma pensée sur ce fameux affranchissement, cette liberté de la femme dont on a tant parlé ces temps-ci. Je le crois facile et immédiatement réalisable. On peut obtenir facilement la liberté pour les femmes. Il consiste simplement à rendre à la femme les droits civils que le mariage seul lui enlève, que le célibat seul lui conserve. Erreur détestable de notre législation qui déciderait la plupart des jeunes filles à ne jamais se marier. Et donc il leur dit, si vous voulez donner un peu de liberté aux femmes, eh bien assouplissez le mariage, faites en sorte qu'elles ne soient plus des esclaves et l'époux un maître. Alors il y a quand même eu quelques petits changements au XIXe siècle, hein. Il y a des auteurs, alors il y en a un que j'aime bien, en plus il est originaire de Tours, c'est Honoré de Balzac, qui ont commencé à dénigrer, à se moquer de ces mariages de convenance. Donc ici, dans ce cas précis, dans ce texte intitulé, ce roman intitulé Le contrat de mariage, il condamne justement ces mariages arrangés par les familles où il n'y a pas d'amour, où finalement ce n'est qu'une question d'argent, où les femmes sont soumises à leur mari, où les hommes n'ont pas d'opinion. Alors vous verrez, hein, si vous lisez ce roman, il y a deux personnages, c'est Paul de Manerville, c'est un jeune garçon plein d'argent qui épouse la jeune Nathalie Evangelista, mais sa mère est une espèce d'escroc, de voleuse, et elle dépouille le pauvre Paul de Manerville. La conclusion étant, il aurait mieux fallu choisir un mariage d'amour. Le mariage d'amour, ça commence à apparaître, hein. D'ailleurs, on le voit ici dans ce très beau tableau d'Albert Fourier, Repas de noces à Yport. On voit bien qu'ici, c'est un mariage d'amour. L'époux et son épouse sont ici extrêmement heureux, c'est une fête familiale. Donc l'amour et le mariage commencent à apparaître au XIXe siècle. Enfin voilà, les étapes sont très 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 longues. Si on avait à retenir quelques dates, le but de ce chapitre n'est pas d'apprendre le maximum de dates, mais enfin voilà, il y a vraiment une date essentielle sur cette relation de l'amour et du mariage tout simplement, et de la liberté des femmes. Donc d'abord 1804, la femme qui doit obéissance à son mari, c'est la base de cette inégalité homme-femme. Et puis après, toute une conquête de droits. Alors par exemple, 1884,
la loi Naquet sur le divorce, qui redonne le divorce aux hommes et aux femmes, il faut le savoir, mais par exemple pendant la Révolution française c'était surtout les femmes qui demandaient le divorce, encore un petit peu en 1884. Alors, la loi Naquet se fera progressivement, il y avait quelques petites inégalités encore entre hommes et femmes, mais voilà, les femmes ont gagné le droit au divorce. 1907, la femme mariée peut disposer librement de son salaire. La femme a toujours travaillé, mais qui disposait du salaire, c'est-à-dire qui avait le droit d'utiliser l'argent, c'était le mari. Donc en gros, une femme travaillait, on va dire qu'elle gagnait 1000 euros, 1000 francs, et ces 1000 euros qu'elle avait pourtant gagné, elle le donnait à son mari, et puis son mari lui donnait l'autorisation d'utiliser une partie de cette somme. Si le mari refusait qu'elle utilise cet argent, il gardait l'argent pour lui. Alors pour une raison très simple, c'est que la femme n'avait pas le droit d'avoir de compte bancaire. C'est normal, c'est une mineure, une éternelle mineure, nous dit le code civil, donc pas le droit d'avoir de compte bancaire. Et donc jusqu'en 1965, la femme mariée n'avait pas de compte bancaire, c'était un compte qui était uniquement celui du mari, celui tenu par le chef de famille. Et puis 1965, la liberté d'exercer une profession sans l'accord de son mari. Donc la liberté de faire un métier même si son mari n'est pas d'accord. Donc si on retient deux trois petites choses, si on résumait ce qu'on vient de voir, donc le mariage au début n'est pas une histoire d'amour, c'est au contraire un moyen de maintenir la femme sous l'autorité d'un homme, son époux ou son père. C'est ensuite la lente conquête de droit, la lente on va dire recherche d'un peu plus de liberté dans ce mariage, et à la fin du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, ce sera fait. Donc la prochaine fois, nous aborderons un autre sujet, toujours dans cette première partie. Donc là, nous parlerons de la femme et de la mode. On pourrait penser que c'est un sujet frivole, et pourtant, c'est quelque chose qui montrera également la soumission des femmes, les inégalités sexuelles au XIXe siècle. Alors, je vous dis au revoir, et puis à très bientôt.